Merci à l'AFP de se rejoindre parce que les saisons c'est Laurence, notre collectif, il y a 3 ans, qui rassemblant l'ensemble des réseaux professionnels féminins du secteur public et privé, essentiellement pour anticiper le mandat de la gouvernance. Le constat que nous partageons évidemment de plus en plus en dehors de nos avis, pour arriver à l'égalité femmes-hommes ce soir, eh bien, il faut avoir la possibilité de décider et donc d'avoir une égalité entre les femmes et les hommes dans la décision et donc dans la gouvernance et à toucher ce niveau de la gouvernance. Alors, il y a 2 ans et demi, très peu de temps, quelques semaines après avoir créé le CAP, puisque vous avez pris Julien le 4 mars 2020, semaine avant le confinement général, voilà, et donc ça ne nous a pas du tout empêché, bien au contraire, de travailler sur la mise en orbite de notre collectif. Et bien évidemment, vous avez tous été témoins de toutes les études que nous avons eues à ce moment-là sur penser le monde de demain, comment reconstruire l'entreprise, etc. Et évidemment, très souvent, nous n'avions que des hommes et nous avons à ce moment-là découvert pour la plupart de les Zoom, les trucs comme ça. Et tout ça, phosphoré, on dit mais ce n'est pas possible. Nous aussi, on pense au monde de demain et que faisons-nous? Et en fait, on s'est construit tout à fait en marchant et on s'est dit, mais enfin, ces réseaux professionnels, on était 37 il y a 3 ans, 80 aujourd'hui. Il y a 500 000 membres en France, 1,5 million dans le monde, et peu des femmes qui sont en situation professionnelle, donc qui ont toutes les compétences, une expertise. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on peut nous dire qu'il n'y a pas de femmes expertes qui pourraient intervenir pour dire comment elles pensent le monde de demain, sur la biologie, sur la médecine, etc. Et c'est là que nous avons décidé de mettre à disposition toute cette ressource de très haut niveau, à la disposition en particulier des médias pour qu'ils ne soient plus coincés des experts sur des sujets sur lesquels il est important d'interroger sinon et pas simplement les femmes comme des loin, des femmes qui sont actives. Donc ça, c'est l'ADN de notre collectif. Je vais pas être plus long puisqu'on va avoir une soirée très riche en échanges. Et je vais passer tout de suite la parole à Céline Calvez, qui est députée, comme vous le savez, et qui est autrice de rapport sur la place des femmes dans les médias. Et je peut-être donc la parole. Bonsoir. Alors, nous avons M. le président de la club, nous avons Madame la présidente de France Pénale, nous avons surtout un collectif des femmes et des hommes qui s'œuvrent pour la gouvernance, pour la gouvernance, et c'est un vrai combat. Vous l'avez rappelé, en mars 2020, nous avons réduit enfin dans les yeux des inégalités, notamment sur les médias, les partis médias, notamment dans les médias où la place des femmes était de manière très restreinte. À cette occasion, le Premier ministre, Édouard Philippe, nous a fait une mission avec, à l'occasion de cette mission, j'ai connu beaucoup. Alors bien sûr, on était confinés, donc c'était plutôt des échanges par visio, mais par contre, ça a été l'occasion d'une vraie mobilisation. Une mobilisation pour faire ce que les femmes comptent. Eh bien, il fallait que nous comptions leur place. Il fallait aussi que nous comptions sur les solutions qui avaient déjà été mises parfois en place, pas assez poussées, et parfois aussi des solutions qu'il fallait aider à mettre en œuvre de manière créative, parfois, et puis surtout une véritable prise de conscience sur ce qu'était la place des femmes et ce qui est encore aujourd'hui la place des femmes dans les médias. C'est d'autant plus important que la place des femmes dans les médias, ça conditionne beaucoup de ce que la culture va laisser aussi comme place à celle de l'égalité. L'égalité, les médias, et aujourd'hui, je suis ravie qu'au sein de l'AFP, nous retrouvions l'AFP
un prescripteur d'informations et on sait que le travail qui a été mené et pour lequel nous avons eu des échanges en 2020 lors de ce travail sur la place des femmes dans les médias en crise, était vraiment au cœur du choix des mots pour pouvoir traiter d'une information et de pouvoir éviter les biais et les stéréotypes que les informations elles-mêmes, au-delà de la place de la femme sur les écrans, pouvaient avoir. Alors, sur cette mission de 2020, on s'était vraiment concentré sur la place des expertes. Au départ, c'était ça. C'était vraiment la place des expertes, puisque, comme vous l'avez rappelé, Nathalie, on avait eu la une du Parisien où seulement quelques hommes allaient nous expliquer le futur. Et on se demandait pourquoi il n'y avait pas de femmes capables d'expliquer le futur, alors que s'il y en avait, mais on ne les montrait pas, et qu'il fallait faire pour plus qu'il fallait davantage les montrer. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des préconisations qui avaient eu lieu. C'était 26 préconisations, des préconisations qui parfois incombaient à l'ARCOM, parfois incombaient à d'autres pouvoirs publics, parfois incombaient aux entreprises de médias elles-mêmes. Et alors, on peut se réjouir que certaines d'entre elles aient été mises en place. Je pense notamment à quelque chose qui a été mis en place dès le début, qui était de financer l'annuaire des expertes. Alors, il y a eu aussi des démarches au sein de votre entreprise pour mettre en place et identifier quelles pourraient être les expertes à mettre en lumière, parce que forcément, on a tous entendu mais tu comprends, moi j'aimerais bien faire venir des experts, mais j'en connais pas, j'en trouve pas. Le fait de mettre en place un annuaire d'experts détaillés, argumentés, était la meilleure manière de dire aux médias qui n'en trouvaient pas, qui ne devaient pas chercher, pour les faire venir. Alors, ces préconisations, on pourrait maintenant les regarder et puis se dire où en sommes-nous par rapport à la place des médias. Et en fait, si on se reporte par rapport à ce qui fait quand même référence, on doit le dire, et Roch-Olivier, je suis sûre que vous y reviendrez, mais en fait, chaque mois de mars, l'ARCOM donne une vision de ce qu'est la place. Alors, ce que moi j'en retiens sur le baromètre de 2023, c'est que la place des experts, oui, il y a eu de l'amélioration. Là où en 2020, on avait une chute terrible de presque seulement 20% de femmes présentes sur les plateaux pour parler de ce qui constituait la crise. Aujourd'hui, on peut se réjouir que la présence dépasse les 40%. Là où c'est un petit peu moins réjouissant, c'est que le temps de parole, on peut le compter d'autant plus maintenant, le temps de parole, on est plutôt en dessous, on est vraiment en dessous de 40%, on est plutôt à 35%. Alors oui, on peut se réjouir que les femmes aient leur place sur les plateaux, mais on peut quand même se dire que ce serait quand même un peu mieux qu'elles aient un peu plus la parole. La façon dont on a de le calculer est intéressante et on avait eu à l'occasion de ce rapport en 2020 de souligner l'expertise de l'INA, avec l'INA Speech Segmenter, qui déjà à l'époque pouvait vraiment étudier un nombre d'heures qu'à l'échelle humaine il serait impossible pour pouvoir justement compter. Et aujourd'hui, s'il y a une démarche qui a été vraiment étendue et qui nous permet d'arriver à ce constat qui n'est pas forcément plaisir, mais qui nous engage à pousser un petit peu plus loin ces préconisations. On a aussi, et ça je rends hommage au Conseil à l'égalité, on a pu mesurer aussi quelle était la place des femmes dans les réseaux. Alors, je ne mentionne pas ici la violence qui a sous-tendu justement le fait de mettre en place, et Catherine, peut-être que nous en donner. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est quelle était la place des femmes dans les contenus, que ce soit dans TikTok ou dans Instagram. Et vous nous avez dit effectivement qu'on était vraiment en dessous de tout, puisque parmi les étudiés de YouTube, on était seulement à 8% de femmes. Tout à fait. C'est vraiment très, très, très bas. C'est-à-dire que les contenus qui sont les plus publicités sur YouTube, les femmes sont à 8% là et en général n'ont pas forcément un rôle de premier plan. On peut se réjouir un peu, allez, on va quand même se donner des notions de se réjouir. Sur Instagram, les femmes sont un peu plus là. On n'est pas encore à 50%. Et vous savez très bien que Instagram aussi a pu véhiculer des clichés qui vont au-delà. Mais vous avez fait des propositions, il y a eu aussi des avancées en termes législatifs, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, pour favoriser ça, favoriser la responsabilité des plateformes elles-mêmes à pouvoir modérer les contenus violents, mais peut-être aussi favoriser, ils le savent, davantage de mise en avant de contenus qui vont à l'encontre des biais et des stéréotypes
en favorisant le fait que quand on travaille comme YouTube avec des influenceurs ou des influenceuses, on met un petit peu plus d'énergie à soutenir les influenceuses et ne pas faire que parler de maquillage. Donc on a une progression. On a une progression qui a pu se voir aussi dans d'autres domaines. Je pense à la publicité, je pense au cinéma, notamment par rapport à la mise en place du bonus parité dans le CNC. On attend toujours un peu ce qui est la mise en place du bonus parité dans l'audiovisuel. J'avais l'impression qu'on nous avait promis ça il y a 3 ans. C'est pas encore le cas. Et il faut faire un gros travail de recherche de données. Voilà, on peut être patient, mais on peut aussi être impatiente sur l'approfondissement de ces données. Je veux revenir quand même sur le rôle des outils technologiques qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Je mentionnais tout à l'heure l'INA Speech Segmenter qui est complètement justement une intelligence artificielle, le développement des algorithmes. C'est pas seulement une menace, parce qu'on entend souvent dire que c'est une menace pour la création, pour l'information, mais en fait, il faut s'en saisir. Ça nous permet de mieux compter, ça nous permet de mieux peut-être choisir ou faire prendre conscience. Donc moi, je nous encourage à ce que l'on puisse aussi, dans notre économie, utiliser ces outils technologiques, en faire des alliés et pas seulement des menaces. On a vu que c'est des exemples qui datent maintenant de 2018-2019, mais on avait vu au Financial Times ou dans d'autres rédactions le fait qu'on utilise la nouvelle technologie pour faire prendre conscience aux rédacteurs que sur la quinzaine de noms qu'il avait cités dans son article, en fait, il y avait 14 noms masculins et que peut-être on pouvait lui suggérer d'avoir un peu plus de noms féminins. Ce n'était pas un outil de censure au journalisme, c'est plus une idée de je lui fais prendre conscience qu'il y a peut-être un déséquilibre inexplicable dans ta prise, dans ton article. Alors, parmi ce que l'on peut pousser, la mise en place des chartes, il y en a eu un certain nombre. On salue toujours la mise en place de la démarche de charte et pas seulement de la charte qu'on prend et qu'on signe et en fait, je ne réfléchis pas trop. Il y a eu quand même un but à saluer pour davantage d'égalité femmes-hommes dans les rédactions. Et ça, vous savez, c'était il y a quelques mois. C'est un vrai défi. Je pense que qui a été favorisé par l'association des femmes journalistes du sport avec de sport enfants est vraiment à saluer. D'autant plus qu'on est à l'orée de 2024 où l'Olympique et encore plus parler de sport, autant de faire. Parmi les préconisations que moi je retiens et que je veux nous pousser à soutenir à chaque fois, c'est ce qui va toucher au financier. Une des préconisations que j'avais apportées, c'était de regarder la manière dont on pouvait bonifier les aides à la presse des médias qui pouvaient mettre en leur sein, et notamment dans l'organisation, des démarches de charte, des démarches de mentorat, des démarches de formation et de sensibilisation. Aujourd'hui, si on a fait avancer le décret qui régit les aides, on doit pousser un petit peu plus loin le fait que on peut voir que les conditionnalités, c'est pas à Brigitte Bidouille que parce que c'est une première à avoir utilisé, en tout cas dans mes oreilles, le terme des conditionnalités. Et là, j'ai plutôt une bonne nouvelle. Et c'est tout neuf. Et ça va dans le sens d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes par un outil qui est celui du budget, notamment du budget de l'État. Il y a quelques mois, au sein de la délégation aux droits des femmes, j'ai travaillé avec Sandrine Bousseau sur la mise en place de la budgétisation intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, l'idée est de pouvoir, dans notre processus de budgétisation, que ce soit au moment de la conception, de son application ou de son évaluation, d'avoir toujours en tête de mesurer l'impact que va avoir telle dépense ou même telle recette sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On aurait tort de croire qu'un budget est neutre au regard de l'égalité. De la même façon qu'on a avancé sur le budget vert, c'est-à-dire de mesurer l'impact sur la transition écologique de tels choix budgétaires, on peut le faire aussi pour l'égalité.
On a remis ce rapport avec la délégation aux droits des femmes au mois de mai. On a eu des engagements du gouvernement au mois de juillet. Et maintenant, c'est dans le projet de loi de finances. Ça veut dire que l'année prochaine, pour accompagner le projet de loi de finances donc 2025, va être récoltée toute une batterie de chiffres pour montrer l'impact et pour l'anticiper de telle ou telle mesure. Ce qui va nous aider à être encore mieux disante sur l'égale-conditionnalité. Puisque si je vois qu'une dépense ne va pas dans le bon sens, nous, notre objectif, c'est de réduire les dépenses qui ne vont pas dans le sens de l'égalité. Parce qu'à chaque euro dépensé, normalement, ça doit contribuer à l'égalité. Imaginez un euro qui serait dépensé et qui creuserait les inégalités. Ça existe encore et à nous de les débusquer dans le budget. Et ce n'est pas seulement de pouvoir s'appliquer aux dépenses qui sont faites dans la culture ou pour soutenir les médias. C'est de le faire dans l'ensemble de nos dépenses, que ce soit la défense, que ce soit l'éducation, la recherche, c'est d'avoir cette attention. Et je pense que ce levier financier, eh bien, ça va être important. Il faudra que vous puissiez l'invoquer, scruter justement toutes ces données et de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Donc, comment on peut renforcer les exigences quand on aide par des subventions publiques, par des dispositifs fiscaux, les médias? Eh bien, comment on les incite à plus aller dans une bonne pratique de veiller à la place des femmes dans les médias, dans les contenus, mais d'abord déjà dans leur organisation. Et je pense qu'ici, vous êtes tout attachés à la gouvernance. Donc, la gouvernance, ça se passe aussi dans les rédactions, un poste à responsabilité. Si on pouvait déjà commencer par l'améliorer, je suis sûre qu'après, on aurait aussi des contenus de meilleure qualité pour l'égalité. Je vous remercie et puis j'attends beaucoup de ces échanges pour faire avancer et on continue. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me présente, Poisson, vice-présidente de Touga et responsable de la base d'experts. On a créé il y a 2 ans, 1 an après notre lancement. Et justement, constatons, en lisant votre rapport, Madame la députée, donc merci. Il y a une prise de conscience politique, il y a une prise de conscience aussi chez nous. Et on s'est dit que, vu le vivier qu'on avait, et vous êtes là et vous le prouvez, qu'il y avait quand même moyen de faire bouger les lignes sur le sujet. Je vais présenter brièvement nos intervenants. Je vais commencer par Monsieur Roch-Olivier Mestre, qui est donc le président de l'ARCOM. Donc l'ARCOM, celles et ceux qui ne savent pas, c'est le gendarme des médias. C'est gentil. Voilà, c'est l'autorité qui régule la communication audiovisuelle et le numérique. Vous rendez un rapport effectivement chaque année sur la place des experts dans les médias et on en parlera tout à l'heure. À côté de vous, nous avons Sophie Huet, donc, qui est, alors je crois que son chef central à l'AFP, qui nous reçoit. Donc l'AFP, je présente un petit peu quand même la chiffre de presse la plus belle au monde, parce que vous êtes 3 au monde et je vous en fais partout. Et l'AFP, en fait, fournit des informations à ses clients, et ses clients, ça peut être les autres médias. Donc, ça veut dire que pour les experts que vous êtes, quand vous êtes interviewés par l'AFP, vous pouvez vous retrouver dans beaucoup de supports médias. C'est très intéressant de travailler avec l'AFP. Et l'AFP est le dernier partenaire de l'UIAF, qui a signé notre partenariat d'accès à la base. Donc, vous serez bientôt sollicités par les journalistes de l'AFP. Donc, merci à vous de nous accueillir et d'avoir signé ce partenariat avec nous. À côté de vous, donc, nous avons Marie-Christine Saragosse, la présidente directrice générale de France Média Monde. France Média Monde, c'est donc une télé, France 24, information continue, 4 langues, vous êtes partout dans le monde. Vous avez aussi 2 radios, RFI, là je ne sais pas combien vous êtes là, mais moins 16, je ne sais pas ce que j'ai vu. Et vous avez encore une radio en langue arabe, et Carlo. Voilà. Vous présenterez votre plan d'action, ce que vous avez mis en place, les points que vous avez pu voir et comment vous avez réussi à les lever.
Et vous allez me dire, la bonne élève, et quand même, une petite Saragosse, évidemment, et Sophie Moline, qui ne sait pas où est Sophie Moline, ouais, elle est là depuis le début, et c'est notre premier partenaire qui nous a fait confiance. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et je passe maintenant à Erwan Bénédé, journaliste au service économie du Parisien, le journal social, vous le connaissez. Parisien pour la région Île-de-France. Je crois que vous avez aussi un journal national qui s'appelle L'Horizon. Ou avec Non, on est un quotidien national. On est Parisien et aujourd'hui en France. Voilà. Donc on est distribué. Donc aujourd'hui on est PQL. Voilà. Et qui vient quand même à la dernière minute, parce que c'est très compliqué d'avoir des hommes à cette table ronde. On dit que souvent il faut 3 fois pour avoir une experte. On dit 3 fois un expert pour avoir pour qu'elle vienne. Eh bien, il faut demander beaucoup plus. Un monsieur Robert et sauf un monsieur Web Bénézé. Donc, je tiens à le souligner. Donc, merci beaucoup, Erwan. Et le Parisien n'est pas encore partenaire de théâtre, mais je pense qu'à la fin de la soirée, il va l'être. On donnera une liste des hommes disponibles. Voilà, on n'arrive pas à aller tous quand même. Voilà, donc ça c'était pour la partie média qui est assez complète puisqu'on a la télé, la radio, la presse écrite. Et puis après on a pris 2 experts. Et comme tout gap, c'est 2 mondes, c'est le secteur public et le secteur privé qui se rejoignent pour parler gouvernance. On a donc Michel qui nous représente l'Adestri, membre fondateur de FIAB. Michel Mirachi Adestri, et qui est donc voilà, professeur de biochimie à l'université de Paris-Saclay et médecin, et je crois aussi tout ce qui est santé de la femme. Voilà. Et l'ADESRI, c'est l'association des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Je n'ai pas mes fiches, je suis désolée, j'ai oublié. Et enfin, pour le privé, on a Noémie Berkoff, qui vient tout juste d'être directrice générale de Urban Loop et présidente de Femmes en Mouvement. Donc, c'est un réseau du secteur privé qui touche à tout ce qui est réseau professionnel pour les femmes qui travaillent dans le milieu du transport et des mobilités. Tout à fait. Donc, on va commencer par vous, monsieur Robert Mest, si vous voulez bien. Honneur aux hommes. Alors, que dit la com, monsieur Philippe? Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Vous avez des liens étroits et renouvelés. Je suis très heureux de saluer Céline Calvez, députée qui suit très activement le secteur des médias, mais en particulier, qui est au sein du Parlement. Merci de votre initiative. Du côté de l'ARCOM, plusieurs causes. D'abord, rappeler la loi impose les médias audiovisuels, dans la loi 86, qui est la loi que le régulateur a chargé de mettre en œuvre, toute une série d'obligations pour globalement donner une juste représentation de la société française, de leur œuvre, et bien évidemment des responsabilités particulières s'agissant de la place des femmes dans les médias depuis une loi de 14 sur l'égalité réelle, les femmes et les hommes. En particulier, évidemment, d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de veiller à l'image de la femme dans les médias, dans la publicité, que maintenant on retrouve dans ces médias. Donc, au regard de ces obligations, comme toujours pour le régulateur, notre feuille de route, c'est la loi. Il n'y a que la loi. Donc, on porte les missions que le législateur nous donne. Une des premières missions, le premier action qu'on mène pour s'acquitter de cette obligation, c'est d'abord de nommer les choses, de compter et de produire des études sur les constats qu'on est amené à faire. Donc, on a en particulier un baromètre, si Calvez l'a évoqué tout à l'heure, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai oublié de préciser un point qui n'est pas négligeable, c'est que le collège de l'ARCOM est paritaire et que l'action de l'ARCOM est résolue, notamment parce qu'on a la chance d'avoir aussi, depuis de nombreuses années, je pratique une présidence, des femmes qui ont toujours été très pionnières et très actives en la matière. Et on a parmi nous, pas les moindres, en Spéco Rivolier,
magistrate à la Cour de cassation qui nous a suit au sein du collège le sujet relatif à ce qu'on appelle la régulation sociétale, tous les volets sociétals de la régulation, et en particulier le sujet qui nous réunit ce soir. Donc, ce baromètre, il a l'avantage de nous permettre, avec une méthodologie qui est assez éprouvée maintenant, tous les ans, de voir un peu les tendances, de voir l'évolution, et surtout nous permet d'organiser un rendez-vous annuel sous le regard des médias, avec tous les responsables des entreprises audiovisuelles, et de les mettre, je vais dire, face à leurs responsabilités. Céline Calvez a donné la tendance, donc la tendance de ces dernières années, de voir aussi les aspects positifs des choses. La tendance est positive, incontestablement. C'est 5 ans que l'autorité, 5 ans que j'ai vu l'évolution des choses. On a la chance d'avoir 3 entreprises publiques, du service public, qui sont présidées par des femmes. Marie-Christine Saragosse en est une, pas des moindres, puisque c'est elle qui détient le record de statistiques confondues en la matière. On est au stade où je lui demandais de rééquilibrer des hommes. Mais on pourrait dire la même chose de Delphine Ernotte, Philippe Weiss, enfin, tout à fait exemplaire par leur propre, mais sur cette thématique, par la volonté qu'elle manifeste, qu'elle exprime. Et au-delà de ça, on a une nouvelle génération de managers, notamment du secteur privé, qui, à l'instar des évolutions dans la société, prennent pleinement en compte ces préoccupations. Pour citer Maxime Serva, le groupe Canal+, dans son management, prend à cœur ces questions. Donc, on désigne et on suit les données. Et la tendance, comme je disais, est plutôt positive. On n'est pas une parité parfaite, mais on s'en rapproche maintenant dans une moyenne statistique globale assez fortement. On va assez prochainement, avec quand même des déficits. Céline Calvez en a mentionné quelques-uns. Je voudrais en mentionner 2 autres. La politique, d'abord. On a un vrai déficit des femmes dans la classe, dans les action politique. Un autre exemple important dans la perspective 2024, qui est aussi le sport, ou la couverture du sport. Il y a une association des femmes journalistes sportives qui est très active en la matière, et ils sont en train de bouger. On voit bien la couverture de la Coupe du Monde de rugby. Il y avait des experts en la matière, la matière de Formule 1, quelques journalistes excellents sur ces disciplines. Mais il y a encore un déficit qui est marqué. Donc, la question des experts reste posée quand même dans quelques domaines, même si les choses ont bougé grâce notamment aux aléas des experts qui existent et qui permettent aux médias d'évoluer. Deuxième action, c'est les actions incitatives. On a évoqué les chartes, c'est l'outil de droit souple en cadre. Donc, c'est le cadre normatif fixé par la loi ou le règlement. On utilise ces outils. C'est un outil qu'on a utilisé déjà quelques années pour la publicité, de caractère sexiste. Et là aussi, donc, je vous renvoie une étude vraiment très intéressante qu'on a publiée à la fin de cette année, que vous trouverez sur notre site, sur l'évaluation sur les constats qu'on peut faire aujourd'hui sur la place des femmes dans la publicité. Je ne vais pas dire qu'on est passé des ténèbres à la lumière, mais l'évolution en quelques années est vraiment très, très spectaculaire. On se rappelle encore, alors on voit encore probablement de publicité, de femmes déguisées pour vendre tel ou tel produit. On commence à avoir des hommes dans la même configuration, ceci dit. Un problème. C'est comme ça. Donc voilà, c'est aussi ce type d'outil qu'on utilise pour faire des économies. Et puis bien sûr, le régulateur est là pour utiliser les outils coercitifs qui sont les siens. La franchise m'amène à dire qu'on est très peu saisi, en tout cas sur les dernières années, je crois que pour Provence, sur ces dernières années, on a eu très peu de saisies. Enfin, je regardais les livres, grosso modo, sur les dernières années. Donc, on a intervenu quand même une trentaine de fois ces derniers temps sur, alors c'est des mises en garde, des sanctions financières qui ont pu être prononcées.
Donc cette fonction existe et je le redis devant vous, on peut saisir le régulateur très facilement. Il y a le site internet de l'ARCOM. L'association féministe. Voilà. On saisir sur des sujets. Exactement. Sur le site de l'ARCOM, pour alerter nous, ça prend une minute de réaliser sa saisine et le régulateur il donnera des séquences. Et s'il estime que c'est justifié, il interviendra, prépare l'action, des solutions pour sa possession. Vous évoquez la dimension gendarmesque de la fonction. Bon, ce n'est pas celle que je préfère, mais elle existe. Ces outils existent. Et la force du régulateur, c'est aussi parce que ces outils. Voilà, donc je ne veux pas donner la parole, mais je veux dire que c'est pour nous vraiment un point de combat très important. Et ce qui est très important pour nous, c'est la démultiplication des actions. Le fait que l'initiative que vous prenez ce soir, les initiatives que l'association La Place des Femmes dans les médias peuvent prendre, la boîte à outils qui a été présentée vendredi dernier au ministère de l'action du gouvernement aussi, de prendre en tenaille les uns et les uns les autres. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. On a vraiment par un tel fait. Merci beaucoup, monsieur. Madame Sophie à vous. Alors, quelle mise en place l'AFP? Quels sont vos chiffres? Quels freins vous voyez-vous? Vous en voyez sur la fac d'experts au sein de l'AFP? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez du mal à en trouver ou pas? Je dirais qu'on a été en PRGV grâce à une impulsion qui avait été mise en place par l'ancienne directrice de l'information, Michel Héridon, qui est chère à notre sœur Clara Olivier et moi, parce que Michel a travaillé à le CSA après avoir quitté l'AFP, elle a décédé. Voilà, ça reste une figure assez emblématique de ce sujet à l'agence parce que Michel avait donc, avec d'autres journalistes de l'agence, mobilisé tout un débat autour du cabinet. Et puis, elle avait commandé les premières enquêtes qu'on avait faites à l'époque avec une chercheuse pour évaluer un peu la place des femmes dans les contenus de l'agence. Donc, la première enquête avait été en 2018. Après, le relais a été pris par son successeur, Catherine. Et donc, il y a eu une autre enquête qui a été menée en 2020 sur lesquels les chiffres, c'est peut mieux faire. Hein, par exemple, sur la place des femmes expertes, on est à 20%. Donc, la marge de progression, elle était encore en 2020. C'est un moment où le constat était encore problématique. On a fait des progrès. Et ça, on ne les a pas encore quantifiés, mais je vais y venir. Et donc, une des mesures les plus efficaces, je peux dire, qu'on ait prises ces dernières années, c'était de nommer une personne qui est Jessica Lopez, là, qui est mon adjointe et qui est chargée de la diversité dans les contenus, de la place des femmes dans les contenus de l'agence. Donc, Jessica travaille tous les jours au sein de la rédaction chef centrale pour à la fois regarder la production et puis signaler quand il y a des nommés pour la première fois un poste important et donc on ne donne pas le nom, des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal d'habitudes, en fait, grâce à la présence de Jessica qui ont changé dans notre production au quotidien. Et puis, des actions de formation ont été engagées. Donc, Jessica a mis en place tout un programme de formation qui est proposé régulièrement au sein de la rédaction, qui attire pas mal de gens et qui suscite aussi sensibilisation et de prise de conscience en fait au sein de l'agence. Donc ça c'est super utile. Et donc tout un travail puisque pour mettre en place aussi des actions très concrètes pour aider les journalistes à diversifier leurs sources, et en particulier à solliciter davantage de parts. Donc il faut développer on a un manuel rédactionnel dont on a pas mal parlé ces derniers temps d'ailleurs, dans lequel on donne des références de base de données qui sont ouvertes, puisque nous, on est une agence internationale, on a trouvé des femmes experts dans le monde entier. Donc, il y a pas mal de bases ouvertes qui donnent ces accès-là. Et puis, donc, ils sont disponibles pour l'ensemble de la rédaction mondiale.
Et puis, effectivement, ça se concrétise aussi par la signature de partenariats comme celui qu'on a avec Douga. Une autre mesure dont j'ai également chez SICA, c'est de mesurer, c'est de mettre en place des outils pour pouvoir mesurer à l'avenir et de manière récurrente dans nos contenus la place des experts, la place des femmes, la manière dont on parle des femmes dans les contenus. Donc voilà, tout ça génère quand même des progrès qu'on n'a pas requantifiés depuis ces études de 2020, mais sur lesquelles on va continuer de travailler pour donner des indicateurs. Et ça se fait en parallèle également avec un comité de diversité qui existe au niveau RH à l'AFP pour promouvoir la place des femmes dans la rédaction, de façon également à avancer de genre, parce que c'est essentiel. Effectivement, on voit qu'il faut aussi que la parole des femmes elle soit portée au sein de l'agence. Ça fait il y a des petits progrès qui sont aussi récompensés, puisqu'on a eu le prix Alice Mia sur justement les efforts qui sont faits à l'agence pour la couverture sportive, parce qu'on sait qu'effectivement c'est un sujet. Et donc, voilà, on était assez contents de voir que les efforts qu'on fait dans la matière étaient récompensés. C'était l'année dernière, si je ne m'abuse. Alors, parmi les freins, il reste quand même assez important. On a parlé d'identification des femmes expertes. C'est pas évident. C'est pas évident en particulier à l'international. Il faut effectivement disposer davantage de bases de données. Il faut aussi que les institutions, que les think tanks, etc., mettent en avant les femmes. Et il faut avoir envie aussi de trouver ça. C'est pas forcément les femmes qui sortent recherche la première fois. Et puis, il y a aussi, il faut pas aussi le nier, il peut y avoir aussi une certaine paresse à utiliser toujours les mêmes experts sur les mêmes sujets. Et donc, il faut aussi faire un effort général de se renouveler et puis de consulter des experts qui sont différents. Il y a un gros sujet qui a été particulièrement relevé au moment du Covid sur la manière dont les femmes se sentaient légitimes pour parler sur un sujet. Et c'est aussi un sujet sur lequel on est confronté quand on contacte une femme pour lui dire mais parlez-moi de ce sujet-là. Et elle va toujours, mais souvent, vous conjuguez son confrère qui est plus pointu sur le sujet et qui n'est pas forcément légitime à parler du sujet, alors qu'on voit plein d'hommes spécialisés de plein de trucs qui vont parler de plein de sujets sur lesquels ils ont aucune spécialité, y compris des femmes, et ça peut parfois poser des questions. Et donc là, du coup, il faut que les femmes aussi s'autorisent à parler de sujets qu'elles maîtrisent suffisamment pour en parler au grand public et pas forcément parfaitement sur le bout des doigts. Il y a un sujet qui est aussi le temps qu'elles ont à consacrer à ça. Moi-même, je me retrouve confrontée à ça aussi, sursollicitée pour participer à des conférences parce que je suis une femme. Et donc, du coup, on se rend compte que les femmes qui ont spécialité, justement, elles vont être sursollicitées par les médias pour répondre parce qu'ils ont besoin d'afficher une parité sur leur plateau. Et donc, du coup, c'est toujours sur les veines que ça retombe. Et donc, du coup, il faut qu'il y en ait plus qui répondent oui, parce que sinon, pour celles qui répondent oui tout le temps, c'est non plus. Et il y a un autre sujet qui est vraiment important, c'est qu'on sait que les femmes sont beaucoup plus victimes de harcèlement en ligne et que s'exposer dans des plateaux, ça expose aussi au cyberharcèlement. Et donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut que les femmes soient sensibilisées, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas forcément indemne. Et quand on s'expose, il faut être prêt en fait, à arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Parce que c'est juste toxique. Voilà. Merci beaucoup pour votre franchise. Je pense que Marie-Christine Saragosse va avoir aussi une parole aussi. En fait, avec résonance avec ce que vient de dire Sophie, parce que ça se ressent. Alors, donc nous, on est, à la différence de l'AFP, on est un média qui touche directement le thème de l'AFP. Donc, l'AFP, je connais bien cette salle parce que je suis au conseil d'administration de l'AFP, donc elle passe par l'intermédiaire d'autres médias, même si sur les réseaux sociaux, il y a aussi une directe. Donc, on a une double casquette et une double responsabilité. On est un grand média mondial, multilingue, donc sur des continents où l'idée de la parité n'a pas encore germé. Et en même temps, on est une entreprise et on se doit d'être cohérent parce qu'on ne va pas raconter sur nos antennes ce qu'on ne saurait pas mettre en place à l'intérieur de la maison. Dans l'intérieur de la maison, il y a une gouvernance assez paritaire. Le conseil d'administration, c'est la loi, mais le COMEX est paritaire aussi. L'encadrement journalistique, c'est 48% de femmes. Les patronnes de rédaction, il y en avait 3 à un moment, c'est là que
on m'a sifflé, il reste ici 3 femmes patronnes, donc on a un homme maintenant. Donc, et on a même plus de journalistes femmes à France 24, il y en a quelques-unes dans la salle. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 femmes dans la salle, hein, je vois. Donc, et je me suis rendu compte hier, on faisait une avant-première et je présentais 2 films et c'était des réalisatrices femmes qui les avaient fait. Donc, effectivement, il faut que je me calme. Et donc, c'est très important que l'intérieur ait à l'index de parité professionnelle, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui vous est familier, mais il y a le ministère du Travail, hein, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne. Et nous, on est à 99 sur 100 en termes de gestion. Et je suis assez fière donc, de mon point en moins. C'est parce que dans la pondération, les femmes sont légèrement payées plus que les hommes. Alors, je fais que je journaliste avec Gisèle, donc je vais parce qu'elles connaissent des hommes qui viennent du lycée, mais c'est calculé par tranche, ancienneté, métier, etc., temps de travail. Et donc, c'est le ça du travail. Donc, on a 0,1% de plus de salaire. Bravo. On rattrape, quoi. On va rester comme ça avec ces 4. On a l'impression d'avoir 90% et pas 50%. Donc ça, c'est le côté interne, mais c'est très important. Et il y a aussi une formation, enfin, je viendrai sur les points de blocage après. Sur l'éditorial, là, alors, on a fait comme a dit notre député Céline Calvez, et comme l'a dit Olivier, il n'y a pas d'autre solution que de compter. Sinon, on se raconte des salades. Je crois qu'on a invité des femmes et des on avait un sur toute l'année dans l'émission. Donc, si on compte, ça c'est douloureux parfois, mais ça permet la prise de conscience. Et donc, on progresse grâce à ça, parce qu'on se fixe des objectifs. Avec l'ARCOM, c'est nous qui nous disons est-ce qu'on est capable d'atteindre tant de pourcents. Et on ne va pas se donner des trucs impossibles. Et ce qui nous a permis, alors on a eu 52% de 50-50 en temps complet. Et ce qui est joli, parce que Céline Calvez avait raison de souligner, que le temps de parole est au moins aussi important que la présence et que l'outil LINA permet de mesurer ça. Et donc, on a 50-50, mais 45% de temps de parole des femmes, ce qui veut dire qu'on est, on est les meilleurs élèves de la classe là-dessus parce que, disons, on a rarement 5. Pardon, c'est 10 points de moins. Donc, grosso modo, on a 45% de femmes en moyenne présentes dans les médias, mais le temps de parole est de pas moins que les hommes. Vous poser derrière. Interrompu la preuve. Non, mais c'est très important le temps de parole. Mais comme on a beaucoup de journalistes femmes, en France 24 en particulier, c'est quelque chose malgré tout. Enfin, alors ça, c'est au cours. C'est très très bien, c'est fondamental pour la prise de conscience. Mais aussi, on a des émissions dédiées. Il y en a une d'ailleurs qui est dans la salle, qui fêtait ses 10 ans la semaine dernière, actuelle. Elle est dans le monde de France 24. Et elle parle de ces femmes et de ces hommes qui font bouger le monde, qui est encore dominé de manière massive par les hommes. Donc, c'est une émission très importante. On était donc pour la Fondation, on fêtait ça avec une émission délocalisée. Le Women's Forum. Le Women's Forum. C'est ça. Mais je n'étais pas physiquement, alors je sais pas. Mais, et donc, en plus de ça, on a fait près de 900 sujets, rien que pour nos médias en français l'année dernière, sur le sujet des femmes. Parce qu'elles sont violées en Inde, parce qu'elles sont excisées là, parce qu'elles sont violées comme arme de guerre là, parce qu'elles sont... il est toujours avec des subtilités incroyables, une sorte de crime sexué vraiment systématique. Donc, on a beaucoup à faire aussi de ce point de vue. Sur les réseaux sociaux, on est très présents aussi. Du coup, quand on est là, nous, on a 50% de femmes aussi dans le contenu. Donc ça, alors, les freins. Donc, on a bien progressé déjà quand même, parce qu'on a commencé pas loin de... Quand on a commencé, la première chose, c'était un peu avant vous, on avait 20% d'experts, on est passé à 37%. Mais bon, on n'est pas totalement content, ça rame un peu là. Et sur les femmes politiques, ça rame aussi un peu. Alors, c'est pas faute de motivation, c'est parce que
dans certains pays, par exemple, beaucoup l'Afrique par exemple, il n'y a pas toujours la parité non plus dans les équipes politiques. Donc, quand vous avez une grande interview d'un chef d'État, d'un Premier ministre, d'un ministre des Affaires étrangères, vous avez moins le choix d'avoir des femmes. Bon, en France, ça progresse, mais C'est le cas aussi. c'est le cas un peu aussi. Donc, on a un effet sociétal quand même L'autre chose, c'est qu'on est des chaînes d'infos continues et beaucoup d'infos en radio aussi. Et que souvent, c'est des domaines militaires, stratégiques. Parfois, il y a un peu moins de femmes expertes dans ces domaines-là. Elles ne sont pas tout de suite évidentes. Donc, comme on a des invités dans la seconde, parfois pour Breaking News, clac, il faut inviter quelqu'un, on a jusqu'à 170 invités par jour. Il y a parfois des signes de faiblesse dans le service invité. Bon, mais je vais revenir aussi sur qu'est-ce qu'on met pour ça. Il y a aussi ce que disait Sophie, c'est-à-dire le syndrome d'illégitimité, soyons clairs, c'est celui-là, on le connaît tout. Moi, personnellement, je vis avec. Moi, je m'habitue toujours pas, mais enfin, c'est comme ça, je pense que je partirai à la retraite avec le syndrome d'illégitimité. Mais ça a du côté aussi, parce que ça crée le doute, on dit moins de conneries quand même dans le temps. On parle moins, mais du coup, on dit moins de bêtises, on est moins sûr de soi. C'est pas mal. Donc, il ne faut pas perdre totalement de syndrome. C'est bien. Donc, on voit ça. Et on voit aussi la charge mentale des femmes. Nous, on est une chaîne continue, donc on est là le week-end. Le dimanche, il y a des femmes qui préfèrent, et peut-être qu'elles ont raison, rester dans leur famille. Peut-être c'est une priorité. On a le droit aussi. Mais du coup, elles sont moins... Elles viennent pas, s'il y a la guerre tout de suite, elles viennent moins. Alors, pour contrer ces freins, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la formation. Pour réduire le de confiance, on fait des formations avec Vox Femina, avec le Women's Forum, enfin, histoire, parce que quand on est journaliste, on est plus à l'aise dans le plateau télé, c'est pas sûr. Bon, enfin, celles qui travaillent à la télé toute la journée, elles ont un peu moins un peu de la caméra et du micro, mais bon. Donc, on aide d'autres femmes expertes qui sont experts comptables, avocates, etc., à prendre cette familiarité. Et les annuaires, c'est fondamental, les annuaires professionnels, et c'est pour ça qu'on a été partenaire tout de suite de votre annuaire. On est partenaire aussi de l'annuaire IGAE. On essaie d'en monter un sur l'Afrique, sur les expertes africaines. Sinon, alors là, il y a des hommes qui se présentent. On travaille beaucoup sur des chartes, on signe des chartes. On a signé la charte pour le sport, justement, pour la parité dans le sport. Et puis la charte pour les femmes dans les médias. Et en interne, on a des modules de formation d'encadrement pour faire attention. Et j'ouvre sur une question qui n'a pas encore été abordée, c'est le vocabulaire. Il y a un groupe qui s'appelle Prenez la Une. Ça vous dit quelque chose, hein. C'est important de donner, comme disait notre cher Albert Camus, mal nommer, c'est rajouter mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Donc c'est important de bien nommer les choses. Ça pose aussi la question de l'écriture inclusive, parce que moi je suis fait quand même un peu secouer l'Assemblée nationale sur ce thème. On a eu récemment, il y a une proposition de loi au Sénat, que le président de la République s'est exprimé sur la question de manière assez et donc on a, pour les 10 ans d'actuel, on avait commencé à travailler à ces questions. C'est pas anodin, mais si une loi sort, elle ne sortira pas, vous dites, c'est tricoté. Bon. Alors déjà, bien féminiser les noms, ça fait bien quelque chose. C'est déjà ça sur ça, on ne se fait pas engueuler. Et je trouve que c'est un sujet aussi qui mérite d'être mis sur la table. Et j'ai fini. Voilà. Quand on préparait cette table ronde, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas, il n'y a pas de problème. Non, mais on n'a pas de problème au sein du Parisien. Et j'ai trouvé ça pas mal quand même. C'est passé, c'est que cette invitation, mais c'est pas mon domaine de compétence. Donc, je peux pas m'exprimer là-dessus. Et donc, ça fait beaucoup de temps que je travaille dans les médias. Vous êtes là. Un syndrome d'illégitimité, c'est voilà, j'aime bien.
donc je vais essayer de faire un truc d'éthique. Donc, là, vous avez raison, c'est que moi, je suis pas confronté, a priori, à toutes ces questions, en tout cas pas directement. C'est pas dans mon cercle. Donc ça a été mon premier réflexe. Et puis après, j'ai eu le réflexe de journaliste, et donc j'ai commencé à regarder un petit peu les études, les statistiques, etc. Là, j'ai fait, oh Dieu, on en est encore là. Et il y a eu vraiment certains chiffres sur la représentation des femmes dans les médias, et je me dis, c'est pas possible, il y a une erreur. Et donc, voilà, prise de conscience. Alors, c'est pas une vraie prise de conscience. Je noircis un peu le. Bien sûr, je suis confronté à tout ça, mais dans ma manière de travailler aujourd'hui, je trouve que je me reconnais dans les gens qui m'entourent, les gens mes supérieurs hiérarchiques, les collègues. Ce qui est vrai, c'est que si ça n'avait pas été le cas, je serais parti. Et j'y suis encore. Et donc, c'était intéressant pour moi de savoir pourquoi il y avait un tel décalage entre mon ressenti. C'est un peu comme la météo, la température réelle, la température ressentie. La température ressentie dans le journal pour lequel je travaille. Et donc moi, je suis sensible à ces questions-là. Donc, je pense que ça vient de mon éducation, ça vient de plein de choses. Et donc, mais également dans le travail, quelque chose de très concret. Aujourd'hui, on me demande, ma hiérarchie me dit régulièrement, ce serait bien que tu aies une experte. Alors, je pense que ce sont des directives du journal, et je pense que, d'abord, je suis aussi dirigé par des femmes, je suis très content, parce qu'elles sont très, on va dire, très professionnelles. Et donc, il y a cette demande. Attendez. Tout à l'heure, vous disiez, M. Mestre, vous parliez de veiller une petite représentation de la société française. Alors, j'ajouterais qu'en tant que journaliste, j'essaie de veiller à une juste représentation de la société française et de l'actualité, c'est mon travail, et de ceux qui la font. Et donc, à partir de là, ce que je veux dire, c'est que, en fait, de par mon travail, on me demande, et c'est une notion très forte au Parisien. J'y suis depuis maintenant une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Encore une fois, si vous n'étiez pas retrouvé, je serais parti. Et je suis resté parce que j'aime cette force qu'on a, ou en tout cas cette demande qui est dans notre travail de justement représenter cette société française dans toute la diversité. Ça veut dire que, par exemple, nous, dans notre service économie, c'est à la fois d'interroger les grands patrons, mais d'interroger aussi les syndicats, mais d'interroger aussi les ouvriers, mais d'interroger les artisans. J'ai fait une job sur les artisans après-demain. D'interroger les gens qui sont en province. Il n'y a pas longtemps, j'ai été faire un grand reportage en Haute-Garonne, où les gens, eux, se disaient, avaient le sentiment d'être habités au bout du monde, entre au bout de la France. On en parlait, parce que je me suis dit, et donc voilà. À la fois, vous parlez des gens qui vivent à Paris, vous parlez des gens qui de la France, dans le milieu rural, comme dans les grands centres urbains, etc. Et donc, cette façon de travailler, je pense qu'elle se ressent aussi dans notre recherche de faire exprimer des experts et aussi des experts. Et c'est là où je voulais en venir. Je me suis dit que, quand même, je pense que c'est un petit peu dans nos gènes de journalistes, en tout cas, ceux que je côtoie, celui que j'ai envie d'être, qui est d'avoir des articles et d'avoir une ligne éditoriale qui ne soit pas monochrome. Dans la diversité des sujets et des gens qui peuvent intervenir, mais donc aussi des experts. Puis après, il y a quelque chose de très pragmatique. Et c'est là où je salue cette démarche qu'il y a depuis quelques années et de ces listings d'experts. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que là, on est dans une agence, il n'y a pas de temporalité plus rapide qu'un agencier, le travail sur la temporalité, on est dans l'immédiateté. Nous, dans un quotidien de presse régionale et nationale, on était à la temporalité juste après. Elle tend encore à s'accélérer avec le numérique. Là où je veux en venir, c'est que quand j'ai un chef de service qui me dit est-ce que tu peux me faire tel sujet sur le retour du nucléaire et, je ne sais pas, la fabrication des petits réacteurs nucléaires modulaires en 2 heures.
certes, il va falloir que je trouve le bon client, c'est-à-dire celui qui expert que j'ai identifié qui est bon, et il faut qu'il soit très, très rapidement disponible. Avoir une liste d'experts, pour moi, de toute façon, c'est un outil extrêmement précieux. Aussi, le pragmatisme peut être mis au service de la représentation des femmes dans les médias. Bah, très bien, super. Et ça nous a énormément aidé. J'avais donné plein de notes. Si je peux avancer par des questions, je vais pas faire ça. Ouais. On avait un sentiment d'illégitimité à venir dans ce type de soirée ou très passant. C'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des hommes pour venir à cette invitation. Donc, comment on embarque les hommes sur ces sujets-là? Parce que vous avez dit qu'un journaliste doit avoir ce rôle-là d'avoir une information complète. Donc, s'il loupe quand même des experts plutôt, 52% de voilà. Est-ce qu'il est vraiment complet dans sa recherche et dans son analyse et finalement dans son travail? Il en oublie autant. Alors, l'histoire des 52%, et ça va, parce que tout au début, le terme qui m'est venu à l'esprit, c'est la discrimination positive. C'est forcer la représentation des femmes dans les médias, c'est une forme de discrimination positive. Et en même temps, je l'ai parce que c'est utilisé pour les. On est 50. Non, on est 52%. Ah bah. Voilà. Même si après, de façon artificielle, on pousse dans un premier temps pour améliorer la représentation des femmes. Je me suis dit qu'il y avait deux barrières, par exemple. La première barrière, et c'est là où on peut jouer la discrimination positive, une forme de, on l'appellera comme on veut, sont les préjugés, faire tomber les préjugés. En fait, quelqu'un m'a dit, j'interrogeais quelqu'un sur un homme et je lui demandais s'il avait été quelqu'un qui n'est plus là et s'il avait été féministe. Et on m'a répondu, non, je pense qu'il était d'abord sur la compétence et la valeur de l'autre en face. Le monsieur qui est intéressant. Et ça m'a fait dire qu'en fait, il y a deux choses. Donc, cette personne-là, cet homme, alors c'était quelqu'un d'une génération d'avant, mais il y avait finalement un certain préjugé. Donc, lui, il a fait tomber cette barrière. Puis ensuite, il y a donc, la personne qui est en face, une femme, un homme, on va parler des femmes, est-ce qu'il a cette compétence et cette valeur? Et donc, la deuxième barrière, ça va être l'écosystème, créer ces compétences et ces valeurs. Alors, bien sûr, je ne dis surtout pas que vous n'avez pas les compétences et valeurs, je dis qu'il y a par exemple, moi qui travaille dans le milieu de l'industrie, qui couvre l'économie, les sciences publiques, l'industrie, le nucléaire, etc. On le sait aujourd'hui, surtout que l'industrie, c'est le ministre de l'économie qui le rappelait il n'y a pas longtemps, il va falloir 1 million d'emplois d'ici dans les 10 prochaines années. Et dans l'industrie, il y a notamment aller dans la formation pour les femmes. J'en reviens à cette histoire d'écosystème. Il faut créer, valoriser et travailler pour tout l'écosystème pour que, justement, la personne qui soit en face ne soit, quand c'est une femme, d'une part, la victime de préjugés. Si c'est une femme, elle ne va pas pouvoir parler de je ne sais pas quoi, ou si c'est une femme, elle ne va pas être disponible, etc. Et puis l'autre chose, c'est de créer, travailler sur tout l'écosystème pour que justement, elles aient des compétences et des valeurs également là où a priori on les attend pas, et notamment dans l'industrie. Je boucle à la sur le fait que nous, en tant que journalistes aujourd'hui, utiliser des experts, c'est une manière pour moi de inventer de transparence, une manière pour moi de lutter contre la monophobie de la société, mais aussi de mon journal, si on n'était pas représentatif de cette société, et donc et là je rejoins ce que vous disiez, de véhiculer une juste représentation de la société française. Et donc des outils comme les experts, c'est un moyen d'y arriver. On ne sait pas oui, puisque tu as tout non, je dis. Alors, toi, quelles ont été tes freins à la prise de parole qu'on a eu? Comment tu les as levés? Pourquoi tu es expert? Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle-là, dans cette envie d'être expert et de te rendre visible?
plein d'experts en face, tu vas pouvoir t'exprimer librement. Merci Claire. Alors, les freins et pourquoi je le fais. Alors, moi, je représente là les femmes du secteur privé dans cette table ronde et puis bien sûr l'association dont je vais parler après. Il y a un certain nombre de freins. Donc, il y a les freins liés à l'écosystème. Alors, le premier frein, il est hyper pragmatique, c'est qu'on nous appelle hyper souvent. C'est un frein extérieur, déjà, premier sujet. Et puis, je ne sais pas si c'était un autre inconvénient, mais en plus, je suis aussi dans un monde, moi je travaille dans le monde de la mobilité, donc c'est le monde des métiers d'ingénieur, et on n'est pas sur 52%, on est plutôt sur quelque chose qui ressemble à 30% de femmes qui sortent en école d'ingénieur. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir 30% de femmes dans les sphères dirigeantes de nos entreprises déjà. Si déjà on était là, on serait très content, on est extrêmement loin de cet endroit-là. Donc premier frein déjà, l'écosystème, c'est-à-dire que dans le monde, il y a moins de femmes. Ça, c'est un frein extérieur. Il y a, après, sur les freins, il y a les freins internes dont vous avez tous parlé, donc l'autocensure, le fait que quand on est téléphone, on demande si on va être compétent. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur soi-même qui n'est pas forcément un travail individuel. Je reparlerai après de la force des réseaux, de la force des formations. Et on en a parlé quand on a préparé avec Miss Mitraille. On a choisi quand est-ce qu'on est devenu expert après des formations. Donc, moi, j'ai fait une formation animée par Viviane Delobon qui est connectée et qui nous salue et qui a, au-delà de son contenu, l'immense mérite de mettre des femmes ensemble qui vont se dire tiens, pourquoi pas quoi. Et donc, la prochaine fois qu'on m'appelle, on va penser à la dernière soirée de la formation et dire ouais, je vais peut-être y aller. Puis on va mettre un WhatsApp à la copine en disant allez, j'y vais, etc. Et puis on prend un peu de recul en se disant bon, si on m'appelle, c'est peut-être donc ça, c'est les freins internes. En tant que femme qui est dans l'entreprise privée, mais je pense que c'est aussi vrai dans le public, il y a quand même des freins un petit peu culturels. Est-ce que j'ai le droit de parler, tout simplement. Donc il y a vraiment des questions de niveau de quelle est notre légitimité à incarner notre entreprise. C'est quand même pas anecdotique. Un certain nombre d'entre nous c'est l'un des premiers freins d'ailleurs. C'est un vrai frein, c'est-à-dire que le bord de réserve. En fait, la première fois qu'on m'a appelé, alors je ne sais plus quel média c'était, je n'ai pas appelé le service com, je me suis dit allez, j'y vais. J'étais dans une position où je me suis dit allez, j'y vais. Alors peut-être j'ai osé, bon, ça a été bien pris, il y a des entreprises, ça ne l'est pas. Bon, moi c'était dans ma fiche de poste aussi, comprise. Là, je pense que les femmes à un niveau pas de direction, c'était quand même un vrai sujet. Et quand je suis passée sur le CETAVU avec la voix d'ailleurs sur distinct, C'est dans l'air. C'est dans l'air, je suis confuse. Merci. Donc là, on est appelé. Bref, ça a duré longtemps, la journaliste, elle nous posait plein de questions. D'habitude, c'est 5 minutes, quoi. C'est bon, tu sais le faire, ouais, c'est bon, je sais le faire, allez, on fait un zoom, on dit. Ah, ça faisait un quart d'heure pour je suis experte, c'est bon, là. Elle me dit, oui, mais alors, 3 sujets, ça dure 1 heure. Et puis, c'est ton direct. Et puis, je peux y aller. C'est regardé par entre 1 million tous les jours. Donc, voilà. Donc, c'était à peu près 16 heures. Et là, j'ai quand même appelé sur le com. J'ai fait une boulette. Donc, j'avais les services com. Je me dis, ouais, c'est bon, tu passes sur une petite pastille, là, t'as l'habitude. Alors, je me dis, non, c'est un peu plus. Donc là, quand même, là, ça tombe bien en fait qu'ils n'avaient pas 4 mois avant. Ça tombe bien qu'il n'y ait que 3 heures. Donc là, le service com explique qu'il ne faut pas que je fasse ça, qu'il faut que j'ai un dress code. Il est 14h, et c'était 15h30. Là, donc écoute, je me suis habillée ce matin. Et donc. Si vous avez dit un homme, est-ce qu'on peut. Je pense que c'est vrai. Non, le seul truc, c'est pas dire de gros mots. Merci. Je ne sais pas un vocabulaire pas faire d'abréviation, évidemment, être très pédagogue. Et évidemment, tu as raison. Il y a eu la question du dress code. Ce à quoi j'ai répondu, j'étais habillée comme tu dis. Donc voilà, c'était le. Et donc après, donc, les freins. Donc le frein, clairement, donc là, ils m'ont pas dit non. Ils ont dit super, vas-y, mais je pense que c'est quand même une chance. Le frein dont vous parliez, Sophie, tout à l'heure, des retours et des regards et des. Alors, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais quand même, suite à ce fait d'armes, j'ai eu peur. Je trouve qu'il y a une vraie difficulté renforcée par les regards, parce que le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, il y a plein de gens qui me disent mais
pourquoi tu es passé à la télé? Et en parallèle, c'est un tranquille. Pourquoi il t'appelle? Au début, moi, je suis hyper justification, parce que je suis dans une asso, parce que. Voilà. Et puis, en fait, après, je me suis un peu fait aider par un coach qui me dit non, il ne faut pas rentrer dans la justification, parce qu'en fait, la question. Parce qu'en fait, c'était assez insultant comme question, finalement. Pour moi, je suis réactive et tout. Donc, en fait, la question, c'est pour répondre à ton avis. C'est pas marrant. Et donc, ça, je le fais. Je fais mon coach pour que. Parce qu'en fait, la question qu'il te pose, c'est pas pourquoi il t'appelle, c'est pourquoi il ne m'appelle pas moi. Bien sûr. Mais moi, donc, les temps, donc, quand même, il y en a. Et pour faire vite, pourquoi je le fais? Parce que c'était ta question aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans un monde d'ingénieurs. Pour les 30%, là, je viens de rejoindre la plus belle boîte du monde, super. Je crois qu'on est 4 ou 5 femmes. Donc, on va faire plus, on va faire mieux. Donc, c'est quoi je fais à la télé quand je peux? Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie, comme tu disais, l'écosystème n'est pas gros. Comme vous le disiez, il n'y en a pas beaucoup. Moi, si à chaque fois que je passe, il y a 5 ou 6 filles qui me disent tiens, moi, je peux aller faire une formation scientifique. Enfin, on sait tous qu'il y a une pénurie qui va s'accentuer vu ce qui se passe dans les écoles, les collèges, etc. Donc, moi, je le fais pour ça. Je le fais parce que si ça donne 4 ou 5 idées de gens qui disent tiens, c'est possible d'être élégante dans un monde de gars. Et ben voilà, c'est pour ça que moi j'ai commencé à le faire et que j'aime bien le faire. Voilà. Oui, tout à fait. Je vais le cas de Laurent, parce que je fais une échange avec sa femme sur des questions renouvelées. Alors, toi, pourquoi tu es experte? Alors, pourquoi tu es experte d'abord et pourquoi tu as eu envie aussi d'y aller? Donc, je me présente, je suis Mistraï. Donc, effectivement, je suis professeure de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine Paris-Saclay. J'ai une formation cependant diversifiée, c'est-à-dire que j'étais interne en gynécologie, endocrinologie, donc vraiment pathologie de la femme. Et ensuite, je me suis spécialisée en biologie moléculaire et donc j'étudie depuis des années les mécanismes moléculaires des maladies, en particulier donc, de la femme. Et plus récemment, la génétique, en particulier la génétique des infertilités, qui a fait un bond extraordinaire ces derniers mois. Donc, je n'ai pas du tout couru après etc. Il se trouve que j'ai fait un travail dans le temps avec Jean-François Delfrécy, qui est un expert, comme vous savez, du HIV, du sida, et qu'on a étudié la transmission materno-fétale du virus et qu'on avait trouvé un variant génétique protégé contre cette transmission, et ça a fait un boom énorme dans la presse. Donc là, j'ai été interrogée. Mais je dois dire que la reproduction, jusqu'à récemment, ça n'intéressait pas grand. Et c'est malheureusement dans tous les pays, difficulté d'avoir de l'argent pour faire de la recherche, etc. Donc, je n'étais pas du tout contactée. Il y a 3 ans, j'ai donc été élue au conseil d'administration de l'AFESRI, qui est l'association des femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. J'ai beaucoup évolué j'ai pour ça un certain nombre de responsabilités d'enseignement, etc. Et donc, j'étais très contente. Et puis, donc, cette association a été créée par des femmes qui ont des hautes fonctions supérieures. Et donc, elle veut absolument promouvoir la place des femmes, justement, dans ces fonctions. Et donc, il y a un gros travail de coaching, de mentorat. Les femmes qui veulent accéder donc, à ces hautes fonctions sont très entourées. Il y a une formation sur l'enseignement supérieur et la recherche, avec des partages d'expériences, etc. Donc, vraiment, et les femmes sont très contentes de faire ça. Donc, c'est vraiment, elles font un très beau travail. La présidente actuelle, c'est Sophie Méjean. Voilà. Et donc cette association est vraiment très importante pour ça. Et puis, ils ont dit, tiens, il y a une base d'experts, qu'est-ce que vous voulez vous mettre dans la base d'experts? Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Je me suis mise dans la base d'experts et je dois dire que ces 3 dernières années, j'ai été contactée par beaucoup de médias, des grands journaux, Le Point, etc.
France Info, enfin, il y a LFP, enfin, il y a tout un certain, parce que effectivement, je pense que c'est difficile de trouver des experts dans le domaine de la reproduction que je représente. Hein. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de gens qui s'occupent de PMA. Moi, je travaille surtout sur les causes de l'infertilité. Bon, une grande partie sont des causes qui sont inconnues. Et donc, on a interviewé là-dessus, l'infertilité chez l'homme, chez la femme, etc. La ménopause. Et le titre de l'article de National Geographic, c'était la ménopause, pourquoi en parle-t-on si peu? Et effectivement, c'est un sujet tabou. Et je pense que les femmes ne l'ont pas du tout de la même façon que les hommes. Donc, j'ai été contactée par ça. Et je trouve que c'est important parce que moi, je n'ai pas toujours le même avis que les hommes quand ils sont interviewés sur ces questions. On va parler ces questions d'infertilité, ces questions de ménopause, ces questions de pathologie de la femme. Mais tout d'abord, je vous écoutais. Et donc, effectivement, quels sont les freins? Les freins, c'est premièrement identifier les experts. Moi, je me suis dit, mais comment un journaliste fait pour trouver un expert? Elle me dit, ça doit être le chef du service, le directeur, le président, quoi. Hein. On ne va pas aller chercher le chercheur lambda ou la maître de conférence. On dit, la mission, elle ne connaît pas grand-chose. Or, si on voit les chiffres, hein, donc, le directeur d'unité femme représente 24%. On cherche, hein, il n'y a que 24% en moyenne. Pour les unités monoéquipes, 16% pour les unités pluriéquipes. Ne parlons pas des présidents d'université, il y en a, dans une enquête de 2020, ça a peut-être un peu 16% de présidents d'université, mais quand elles sont candidates, il y a les 2/3 qui sont élus. Si on voit maintenant dans la filière recherche, il y a 45% de doctorants, donc qui font de thèses de sciences. Mais ensuite, ça s'écroule assez rapidement. Hein. Dans les filières universitaires ou hospitalo-universitaires, il y a 40% et 30% de femmes. Et si on monte dans la hiérarchie, les professeurs, il n'y en a plus que 30 et 20. Et puis, les professeurs classe exceptionnelle, alors là, on s'écroule. Donc, on voit évidemment qu'il y a un plafond humain. Les femmes ont beaucoup moins de contrats importants de l'Agence nationale de la recherche, des contrats européens. Or, ces contrats permettent de développer des projets qui permettent de publier, qui font que les journalistes voient ces publications et disent donc je vais interroger. Donc, finalement, tout est lié. C'est à cause de ça, je pense, c'est une des raisons qui font que les femmes... Alors, moi, voilà. Alors, il faudrait vraiment, et je le dis aux journalistes qui sont là, la hiérarchie, c'est pas toujours égal à la compétence. Non, mais ça, simplement, c'est vrai. Sur certains sujets, sur l'activité, au bout d'un moment, il doit diriger un peu tout le monde. Management. Voilà, il fait du management. Et donc, finalement, il est peut-être moins compétent que le chercheur ou la chercheuse qui a été directement. Et ça, c'est très difficile de savoir. L'importance des publications. Ça, c'est très important pour l'identifier et appliquer. Et je dois dire que quand une femme dit quelque chose et publie quelque chose, elle a publié différent de ce que disent les hommes, là, souvent, on la croit. La croit pas? Non, on la croit plus difficilement qu'un homme. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une habitude, comme vous l'avez dit, dans les médias, et le syndrome de l'imposteur, donc qui est bien connu chez les femmes. Mais comme disait quelqu'un, quand on est un imposteur, on n'a jamais le syndrome de l'imposteur. Si vous avez ce syndrome, bravo, c'est que vous formez un imposteur. Donc, simplement pour prendre peut-être deux exemples, j'entends, je tiens à dire quand même, dans la grande presse, dans des grands journaux, sur les questions d'infertilité, quelles sont les causes d'infertilité, et bam, c'est toujours un peu la faute des femmes. Bon, je vois la fertilité. Non, je le dis parce que la fertilité chute chez la femme après 30 ans et la première grossesse, c'est 30 ans. Je dis non. La fertilité ne chute pas après 30 ans. Hein, d'abord, elle diminue tout le temps, mais peut-être un peu plus longtemps pour avoir un enfant, mais elle chute en particulier après 35 ans. Donc, on voit des gens qui sont des experts hommes, qui sont très renommés, qui disent des choses comme ça dans la grande presse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça angoisse les femmes.
qui finissent par se dire mais comment je vais faire pour avoir une vie professionnelle et une vie privée avec des enfants? C'est impossible puisque je dois avoir des enfants à 25 ans. Je tiens à signaler que l'Organisation mondiale de la santé a donné au mois de mars les chiffres de l'infertilité, 17,5% dans les pays industrialisés, 13% en Afrique. Donc on ne va quand même pas dire que c'est l'âge de la première grossesse qui est responsable de l'infertilité. On parle sur des questions, j'en profite pour dire un mot sur la ménopause. Quand on interroge les hommes sur la ménopause, eh bien, on va dire que c'est une maladie qu'il faut traiter, etc., etc. Or, la ménopause est vécue par la moitié de la population mondiale et c'est un phénomène absolument physiologique. Qu'est-ce qui fait que c'est ressenti comme une maladie? C'est que les femmes, et les praticiens parfois, ou les femmes qui connaissent très bien, ne sont pas au courant des symptômes de la ménopause, elles ne sont pas informées, donc elles ne se traitent pas. Plus tard, elles sont déprimées, elles ont des insomnies, elles ont des douleurs partout. Et une enquête en Angleterre a montré que 90% des femmes souffraient. C'est vraiment un enjeu socio-économique considérable, c'est un problème d'égalité dans le travail. À 50 ans, une femme peut acquérir des fonctions importantes et c'est à ce moment-là qu'elle risque de renoncer justement à une promotion, à un poste important parce qu'elle sera en plein dans sa ménopause, qu'elle va souffrir. Voilà, l'enquête a montré qu'il y avait 18% de femmes qui soit démissionnaient, soit renonçaient à des promotions. Donc, c'est vraiment une question d'égalité professionnelle. Donc, ces questions ne sont pas abordées quand on interroge. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait tous les hommes, les femmes qui soient vus, donc peut-être des avis différents sur les questions. Et je pense que c'est important. Par ailleurs, quand on a préparé on a dit que c'était important pour les petites filles d'entendre des femmes. Ça pouvait susciter voilà, des vocations. Elles se disent, tiens, voilà, un tel travail là-dessus, ben, moi, ça m'intéresse, que moi, je ferais ça aussi. Donc, je pense que les médias ont un rôle très important là-dedans. Et voilà. Il y a des questions. Les rajouter tout de suite. J'ai des questions. Je vais réagir à la dernière intervention. Pendant la pandémie, on a constaté une question liée à la pandémie, surprésence masculine, alors qui est liée notamment aux statistiques que vous évoquiez avec le PNPH masculin considérable. Sur le propos, je faisais 80-20, c'est pas ça, moi je fais 82. Et donc, on voyait essentiellement des femmes en fonction de soins, infirmières, le savant était effectivement sur le plateau. On est complètement hors du temps, mais on a commencé très tard aussi, donc c'est pas forcément la table ronde qui était il y a tout le temps, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Et moi, on voulait poser le cocktail, mais il y en a une derrière. Merci. Je corrobore complètement la problématique des femmes médecins et de leur visibilité. Vous avez un rôle majeur, c'est-à-dire que quand on ferme les yeux dans la population, on voit un homme chenu et pas du tout une femme qui a les compétences, qui peut dire plein de choses parce qu'elle a les diplômes et le savoir-faire. Donc, une question sur le plan universitaire, il y a un média qui s'appelle The Conversation et qui se présente comme étant un pilier important d'interaction justement pour présenter des universitaires experts avec une interaction avec la presse écrite surtout. Est-ce que vous interagissez avec eux et est-ce que ça peut être un vivier pour aller interroger sur la présence d'experts justement? Je vais me tourner vers les journalistes qui animent les émissions et qui sont sur France 24, les deux là. Je ne sais pas si ça. En l'occurrence, on fait pas tellement, pour Actuel, on fait pas tellement de dossiers scientifiques, donc on se réfère pas tellement à The Conversation, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était plutôt un média sérieux dans ce domaine. Oui, moi, je fais de l'écologie, hein, donc The Conversation, c'est vraiment un vrai média de référence, hein, puisque c'est des articles
récemment encore, bon, c'est un homme, mais j'ai trouvé Alain Carsanti pour me parler des marchés carbone et avec son article, j'ai tout compris. Donc oui, The Conversation, c'est vraiment un fonds important. Et comme l'AFP, du coup, passer par là, ça nous permet derrière de trouver des expertes, des gens pour... Parce que ça peut être un vrai alimenter- levier avec les universités. The Conversation est vraiment un média de référence et d'ailleurs c'est un média. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une curation, une sélection de qui s'exprime dans The Conversation. Et d'ailleurs, nous avons fait une étude sur un sujet. Gabriella Lebel. Bonjour, je suis Gabriella, moi je suis présidente de Centrale Supélec au féminin. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'absence des femmes dans les métiers de l'industrie et de la tech. Donc, comme aujourd'hui, c'est sur la présence des experts dans les médias, c'est peut-être pour dire que dans ces métiers-là, on n'est peut-être pas nombreuses, mais on est très organisées. Dans le sens où il y a des réseaux féminins très puissants. Il y a le réseau industriel qui s'est créé, il y a 30 ambassadrices, on est déjà 3000 femmes sur tout le territoire. Sur la partie tech, pareil. Et en fait, on n'est jamais sollicité. Donc là, on existe, mais on n'est jamais sollicité. Le Centrale Supélec au féminin, c'est un réseau de plus de 2000 diplômés et il n'a jamais de demande presse. Donc, je sais qu'elle serait prête à venir. La preuve sur le réseau industriel, c'est mobilisé, on fait des salons, on essaye d'y aller. Alors là, ça n'intéresse pas la presse, évidemment, mais ça intéresse en tout cas les industries qui nous contactent et qui nous disent « venez nous parler et venez voir les collèges ». Mais l'objectif n'est pas que d'aller dans les collèges. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller dans tous les collèges et les lycées. Aujourd'hui, on a besoin que les médias fassent le focus sur les femmes de l'industrie, sur les femmes du numérique, sur tous les métiers qui existent aussi, hein, parce que l'industrie, j'en discutais, ils disent « oui, mais moi, j'ai pas la force d'aller monter une voiture, etc. » L'industrie, c'est autre chose. Et tout ça, en fait, c'est très peu visible. Donc, la base experte existe, donc, la promotion de cette base experte. Et on espère qu'on va toutes les fusionner. On l'a, la base. Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit toutes dedans parce que la base experte, mais il y a la base experte industrielle. Tu n'as pas fait ton travail. Ouais. Pas donner les experts. Voilà. C'est une base. Tu peux répondre, oui. Je me permets, je répondre à Gabriella, être complètement en phase avec ce que tu viens de dire sur notre association Femmes en Mouvement qui agrège les femmes de la mobilité. C'est pareil, on est très appelés pour aller témoigner dans des collèges et on le fait avec plaisir, mais on n'est pas si souvent que ça appelé dans la presse, soit à nos titres individuels, soit au titre de l'association. Or, c'est vrai que c'est des collectifs qui mériteraient d'être mis en visibilité en tant que tels. Vous avez bien repéré parce que les vieux chefs, elles sont dans la salle parce que les journalistes sont indépendants, les rédactions sont indépendantes. C'est tel qui invite. C'est le service après. Là, vous avez deux visages avec lesquels il faut discuter. Parce que c'est pas maintenant. Alors là, je ne fais pas les invitations. En revanche, j'ai soutenu la création de l'émission. Marie-Christine Maillard, c'est une question pour les journalistes, les chaînes de télévision. Je me demandais à quel point il y a une sensibilisation qui est faite auprès de vos journalistes sur le fait qu'une femme ne réagit pas exactement de la même manière quand on lui demande, sauf si elle n'est pas sollicitée alors qu'elle devrait l'être, mais si elle l'est, elle peut hésiter davantage, dire non. Ça veut dire qu'il faut demander une deuxième fois, voire une troisième fois. Souvent, les journalistes disent on a demandé, mais elle ne veut pas. Mais en fait, il faut tenir compte des différences entre les hommes et les femmes. On va peut-être dire non, mais ensuite accepter. Est-ce que ça peut paraître un petit peu touchy ou pas forcément intuitif, mais moi, je pense que c'est très important. Moi, je pense qu'il y a eu des progrès vraiment faits, parce que quand on voit la progression des chiffres sur nos invités, vraiment, c'est une progression continue. Il y a une vraie compréhension, sensibilisation. Et si on disait non, et là, les experts viennent de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, mais qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire et qu'il faut former aussi bien certains journalistes qui sont en contact avec des femmes que l'encadrement. Et puis, il y a des journalistes spontanément qui laissent son emploi et sont motivés. Vas-y. Alors, si je peux me permettre, le problème aussi d'avoir... Je récupère après. Le problème, c'est que nous, on fait de la télé et que si on insiste trop, on peut avoir aussi des gens qui perdent complètement leurs moyens, surtout si c'est en direct. Non, mais j'ai eu le cas. Hein.
J'ai eu une personne c'était une femme qui tremblait tellement qu'elle n'arrivait plus à parler. C'est d'émotion. Interrompre l'interview. Donc il y a de ça aussi. Le problème du média télé, c'est que ça impressionne beaucoup. Et donc je pense qu'il faut traîner effectivement les expertes en amont pour réussir à faire tomber cette peur de la caméra, réussir à aussi leur dire que leur parole est légitime. Parce qu'effectivement, même si souvent on a des plateaux paritaires, la parole des hommes va être plus présente, tout simplement parce que les femmes ne vont pas réussir à couper la parole, à s'imposer. La voix n'était pas dans le bon timbre. Oui, il y a le interrupting aussi, hein, c'est-à-dire que quand on se lance dans une démonstration, hop, on se fait interrompre, voilà, c'est une réalité. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est une réalité que souvent les experts n'arrivent pas au bout de leur phrase parce que... Mais aussi pas que sur les plateaux. Oui, totalement. Le interrupting. Et moi, ce plateau dont je parlais ensemble, ce que tu dis, c'est très clair. Quand moi, j'étais là, ça arrive, et je vois Caroline Roux juste une minute avant le truc, et la seule chose qu'elle me dit, c'est t'es l'ingénieur qui doit représenter la science. Quand tu veux parler, tu lèves le petit doigt comme ça, sinon tu parles. C'est la seule chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, après ça, je demande la parole. Vous m'avez expliqué tout à l'heure parce que cette anecdote, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vécu ce plateau C'est dans l'air avec lui. Et moi, j'ai l'impression que tout est normal. Et donc, en fait, de découvrir les textes, c'est très très bien. Vous parliez de formation tout à l'heure. Vous avez dit la question sur la formation auprès des journalistes, auprès des expertes, donc de former les expertes. Il y a effectivement aussi sans doute une formation auprès des journalistes, parce qu'il y a la manière de répondre aux questions, il y a aussi la manière de les poser. Et dans cette le travail journalistique que j'ai fait pour préparer cette... J'ai échangé avec des femmes, notamment sur le fait de pouvoir couper la parole ou des choses comme ça. Moi, j'en avais pas conscience, je ne le montrais pas d'ailleurs. Pas trop. Et voilà, donc il y a aussi sans doute des formations à faire. Je sais que au sein de mon journal, il y a des formations autour de la femme dans etc. Et j'espère que cette question-là, elle est abordée. De savoir, et peut-être après, on revient à chacun d'entre nous de poser une question sur notre manière, y compris en tant qu'intervieweur, et pas seulement en tant qu'intervieweur. Il y a aussi quelque chose, ce qu'a fait Caroline Roux, en fait, c'est quelque chose qui a été aussi, moi je fais partie d'une association Prenons la Une, où en fait, il y a des techniques entre femmes pour amplifier la voix, c'est-à-dire que quand quelqu'un était en train de dire quelque chose et a été interrompu par un homme, on reprend et on redit et on continue et on essaye justement en sororalité, tout ensemble, de porter la voix de chacune et de, comme ça, tenir un peu une barrière pour faire avancer la voix des femmes. C'est vraiment ce qu'on fait au sein de Touga dans nos petits déjeuners entre expertes. Les groupes d'expertes arrivent de différents secteurs et on se rend compte qu'elles ont exactement les mêmes problématiques. On leur coupe la parole, on ne leur donne pas la parole, on ne les appelle pas, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand on fait ces petits déj, après, les femmes, elles sortent du petit-déj, elles sont remontées, elles sont en bloc. Elles appellent limite les journalistes pour être interviewées. Donc ça marche, vraiment. Je vais donner la parole, dernière question à Audrey Kaufmann de l'AFP. Et après, on est là, donc merci. Et qu'on a fini aussi. Bonsoir, je voulais rebondir sur la question de l'interrogement, c'est d'expérience, on n'est pas appelé, etc., la Gabriela ou Noémie. Donc, moi, je dirige le service macroéconomie entreprise. Donc, on est confronté à des problématiques de femmes dans les entreprises, dans des secteurs parfois techniques, dans l'industrie, ailleurs, voilà. Et on a un problème, nous, à AFP, qui est la réactivité et donc la diffusion rapide de nos articles. En général, c'est assez rare d'avoir 8 jours pour faire un papier. Donc, on n'a pas le temps de l'attendre. On n'a pas le temps du... Il faut que les experts, quand on les contacte, elles réagissent vite. Si elles ne sont pas disponibles, on est obligé de passer vers un qui donc va nous vers un homme. Parce que bizarrement, il réagit vite, il a la lumière, il a envie de rester
Donc, moi, au niveau prix, c'est pas un secret, je pense que Sophie, on fait ce genre de choses tout le temps au niveau monde. Moi, c'est une France. Mais il nous arrive d'avoir un papier qui arrive d'un journaliste en manuscrit, puis 1, 2, 3, 4 interlocuteurs qui problème. Tu n'as pas trouvé une femme j'ai essayé, mais j'en ai pas trouvé. D'accord, essaye encore une fois. Donc, on envoie le papier, et puis on se donne combien de temps? Parce qu'en fait, je serai Breaking News, on se donne 1 heure, on se donne 1h30. Et si au bout d'1 heure et demie, on n'a toujours pas remplacé un de ces 4 très bons interlocuteurs, en général, si on a des livres un peu c'est qui sont intéressants. Et le but, c'est quand même de ne pas faire que du masculin. Et bien, tant pis, parce que papier, comme change le nom. Alors, là, c'est bien, je suis en train de non, mais en fait, c'est